Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Complexe commercial El Hadji Ibrahima Niass au marché central. Complexe commercial Mamastou Djankha Medina Baye. Il y est 12h00, mesdames et messieurs. Merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce vendredi 23 mai 2025. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Le service de communication Jokolonte était à Kaolack dans le cadre du projet Sécurité alimentaire et résilience des systèmes alimentaires de Enabel pour définir un plan de communication. Nous nous rentrons à Sénégal Service où la rencontre s'est tenue. Pour lutter contre la récidive, les autorités mettent l'accent de plus en plus sur des mécanismes de réinsertion sociale. Mais Fatou Cissé s'est entretenu avec le directeur de la maison d'arrêt et de correction de Kaolack. Pratique de prix illicites, le renforcement du dispositif de protection du consommateur par l'adoption de la loi numéro 2021-25, la nécessité d'assurer un cadre juridique adéquat à l'évolution du tissu économique a toujours été mise en avant. Sur l'international, 3 mois après la prise de la ville de Bukavu par le M23 en RDC, le gouverneur du Sud Kivu, préparé publiquement à Ouvira, à 120 km du chef-lieu de la province. Et puis sport, tournoi IFOA A féminin. Les Lions se sont imposés hier face à la Guinée sur le score de 2-1 pour débuter idéalement leur tournoi. Elles joueront la Gambie demain à 16h. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Seydi Hadj Libas Mbaye assure les opérations techniques. Enseignement supérieur, la conférence nationale des sections du SAES s'est réunie à Saint-Louis et a une nouvelle fois dressé un constat accablant, déficit en infrastructure pédagogique, manque criard d'enseignants. Entre autres, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur refuse de signer le pacte de stabilité sociale. David Célestine Faye est joint au téléphone par la rédaction. Nous ne comprenons pas qu'un fonctionnaire du FNR puisse refuser de reverser les pensions alors que le président et le premier ministre ont signé ce décret-là. Nous, c'est inconcevable, inqualifiable. Toute la défiance sur ce point. Le fait a alerté plusieurs fois. Nous sommes malheureusement obligés de sortir. Encore pas de gaieté de cœur, mais on ne nous laisse pas le choix parce que depuis le mois de mars, nous alertons sur le non-respect du décret signé par le président de la République. Nous n'avons pas signé de pacte de stabilité. Le SAES n'est pas concerné par le pacte de stabilité. Pourquoi? Parce que le premier ministre avait demandé au ministère de convoquer des négociations sectorielles en vue du pacte. Ces négociations n'ont jamais été convoquées par notre ministère. Donc nous ne sommes pas concernés par ce pacte. La seule faute du ministère qui n'a pas respecté les instructions allant dans le sens de convoquer les rencontres sectorielles. Nous ne sommes pas concernés. Comment peut-on avoir un préavis, un protocole non respecté par le pacte? Comment peut-on parler de pacte alors que les veuves sont toujours dans la souffrance, elles sont dans la misère, elles ne reçoivent pas les montants cotisés par les défunts? Comment peut-on parler de pacte? Nous ne signerons pas de pacte en pétinant les tombes de nos défunts collègues. Nous ne le ferons pas. Nous, ce que nous demandons, que c'est le décret signé par le président de la République et par le Premier ministre, que ce décret puisse être appliqué pour que ces veuves et ces orphelins puissent être rétablis dans leurs droits comme le prévoit la loi. Il n'y a pas d'autre alternative. Et sur ce point, nous tenons le FNR entièrement responsable des perturbations futures qui vont s'installer dans les universités. À l'instant, David Célestine Faye, il est membre du SAES, joint au téléphone pour la rédaction de la radio Alfayda. Ambouch, village agricole situé dans la commune de Bambilor. Là-bas, la colère des populations monte face au projet controversé de centre de traitement des déchets surnommé Mobos 2. Écoutons à ce propos Salou John, il est le coordonnateur du collectif citoyen pour la sauvegarde de Bambilor. Le mardi 20 mai 2025 à Mbut, vers 11h, nous, coordonnateurs du collectif citoyen pour la sauvegarde de Bambilor et ses environs, sommes informés de la présence des forces de l'ordre et des membres du Promojet sur la forêt classée de Déni Youssou, site prévu pour l'implantation du CIV, des centres intégrés de valorisation des déchets. Comme il a été convenu entre Promojet et population de privilégier le dialogue avant toute activité sur le site, en compagnie des populations, nous nous sommes dépêchés sur les lieux pour s'informer de l'objet de leur présence. Et à notre très grande surprise, les éléments de la brigade de Sébikotane ont chargé les jeunes venus nous accompagner à cet effet. Il y a eu des échauffourées pendant lesquelles 26 habitants de Mbut ont été arrêtés, dont 9 sont libres présentement. Et nous profitons de cette occasion pour lancer un appel solennel
solennel à son excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye et à son premier ministre Monsieur Ousmane Sonko à une réorientation de ce projet vers un site plus approprié en faveur de cette zone agricole qui crée des centaines et des centaines d'emplois. À l'instant, le coordonnateur du collectif citoyen pour la sauvegarde de Bambilor, Saliou John. Les populations de Tabangoy et Médina Mbaba ont initié depuis l'année dernière des travaux de curage des canaux à ciel ouvert pour remettre en état les canalisations et faire face aux inondations. Ibrahima Tchagne, responsable des jeunes du collectif. On a posé un acte citoyen, parce que vous savez que l'année dernière, pendant l'hivernage, le quartier avait confronté à d'énormes problèmes. Il y avait des inondations. Parce que cette canalisation qui quitte Sam en passant par Cheikh Ndiaye Bafal et traversant Médina Mbaba n'a jamais été curée depuis sa création en 2011. Ça fait 14 ans maintenant. Et comme l'année dernière, on avait subi des dégâts, particulièrement aux inondations, cette année aussi, on a pris nos devants. Parce que la mairie, on les a avisés. Mais bon, comme on sait que Kaolack est une vaste commune et la mairie peut-être a entamé les travaux dans d'autres quartiers, il se peut, avant que la mairie vienne à Médina Mbaba, on a pris la nécessité de prendre nous aussi les devants, de regrouper nos moyens et de curer cette canalisation. Le curage a été assuré par la population. Chaque maison a contribué à hauteur de 15 000 francs. Et on a pris une équipe. Et cette équipe qui a curé cette canalisation. Ensuite, en plus de ça, on a jugé nécessaire, puisque quand on fait le curage, il y aura peut-être les déchets. On a pris la responsabilité aussi de fabriquer maintenant des grillages qui pourra tamiser les ordures, vraiment pour faire face aux inondations. Nous, en tant que citoyens et en tant que jeunes, on lance encore une fois un appel à la mairie. Nous ne sommes pas contre la mairie, mais c'est juste une initiative citoyenne. Parce que ce que la mairie devait faire, nous, on a fait une partie. Donc la mairie pourra faire le reste. Actuellement, vous savez que la canalisation est en état de dégradation. Actuellement, nous voulons que la mairie nous vienne en aide en matière de ciment, fer et béton. En état de dégradation très avancé, le collectif demande la construction de dalles. Ibrahim Tchagne lance un appel à la mairie de Kaolack pour répondre aux besoins des populations. Il demande la construction d'un nouveau canal également, quittant Sahara jusqu'à Médina Mbaba. Réécoutons le responsable des jeunes du collectif des habitants de Tabangoy et Médina Mbaba. Lorsqu'on avait commencé le curage, il y avait certaines qui n'avaient pas de couverts et ces couverts sont dégradés actuellement. Hier, lorsqu'on faisait le curage, il y avait certaines dalles même qui sont complètement dégradées. Actuellement, nous lançons un appel à la mairie pour qu'ils nous viennent en aide et qu'ils nous permettent de construire des dalles. Parce que ces dalles-là, s'ils ne sont pas fermées, ça risque d'avoir des conséquences au niveau du canal. Parce que durant l'hivernage, si vous passez au niveau de Médina Mbaba, vous allez voir que parfois, s'il y a des grandes pluies, vous ne pourrez même pas distinguer cette canalisation. Et ça sera dangereux de laisser cette canalisation sans pour autant qu'il soit fermé. Vraiment, nous demandons l'aide à la municipalité pour qu'elle vienne nous accompagner, puisque nous on a démarré, on a fait des pas. Ensuite, on profite de l'occasion aussi pour lancer un appel aussi à la mairie et à l'État du Sénégal pour la construction du grand canal de Médina Mbaba qui quitte les HLM Sarr. Parce qu'avec le temps de Mariam Sarr, il y avait la pose de la première pierre. Mais jusque-là, nous ne savons pas pourquoi les travaux n'ont pas toujours encore démarré. On ne sait pas si ce sont les financements qui ont été bloqués ou bien ce projet a été annulé. Mais vraiment, nous lançons un appel et on pose la question et nous voulons que la mairie nous édifie par rapport à ce problème. Et nous, la jeunesse, on peut assurer la main d'œuvre. Et dans ce cas, ça va nous permettre de réfectionner cette canalisation. Parce que cette canalisation, comme les moyens ne sont pas nombreux, nous on a pris, à chaque fois qu'il y a des dégâts ou qu'on constate des dégradations au niveau de la canalisation, on prend le devant et on fait la réfection. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce vendredi 23 mai 2025, l'info se poursuit sur la référence. Je vous le disais en titre, dans le cadre du projet Sécurité alimentaire et résilience des systèmes alimentaires de Enabel, le service de communication Jokolonte était à Kaolack pour définir un plan de communication. Serine Fall, chargé de communication de Jokolonte au micro d'Aline Padarajo. Aujourd'hui, on s'est réunis au niveau du Sénégal Service de Kaolack pour définir ensemble un plan de communication dans le cadre du projet Sécurité alimentaire et résilience des systèmes alimentaires de Enabel. Nous, en tant que Jokolonte, on est une entreprise de communication qui travaille sur la dissémination de l'information moyennant la digitalisation. Donc on a mis en place une plateforme qui nous permettrait de toucher les populations, quelle que soit la langue parlée, de pouvoir avoir accès à l'information. Donc l'information que nous donnons dans le cadre de ce projet, c'est la fourniture de l'information climatique couplée de conseils
conseil agricole. Donc c'est pour cela qu'on est là avec les producteurs pour définir ensemble les périodes sur lesquelles les informations devraient être envoyées en fonction du calendrier cultural. Donc du coup, on se base sur cela pour qu'à chaque fois que l'information climatique est reçue, on va passer au traitement et transcrire en fonction des langues selon les zones les messages pour que le bénéficiaire final puisse comprendre en tout cas l'information qui est donnée. Et au-delà de l'information climatique, on donne aussi des conseils agricoles qui est adapté par rapport au contexte local. Tout cela permet aux producteurs de pouvoir faire une planification de ces activités culturelles, mais aussi de pouvoir prendre des décisions idoines par rapport aux semis, par rapport aux semences qui sont adaptées par rapport aux prévisions saisonnières et de pouvoir aussi prendre des décisions par rapport aux dates de semis et aux dates de récolte. Donc c'est des choses qui sont définies de manière concertée avec les producteurs, les partenaires techniques et les services de l'ANACIM qui ont fait une belle présentation sur les prévisions saisonnières qui ont été présentées récemment par l'ANACIM de Dakar. Donc on a fait en tout cas le tour pour leur permettre aussi de comprendre les résultats qui sont issus de ces concertations-là que l'ANACIM a donné en termes de conclusion. C'est ça en tout cas qui était l'objet de la rencontre. Selon toujours le chargé de communication de Djokolante, une mobilisation sociale sera faite dans les villages à travers des émissions pour lever toutes les équivoques concernant l'agriculture. Réécoutons le chargé de communication de Djokolante sur le programme qu'il compte dérouler. Il est toujours au micro d'Aline Badara Diop. Et sur ce aussi, on a dressé une liste de thématiques pour les émissions qui seront déroulées dans les villages. Donc c'est des émissions décentralisées pour permettre aux populations de pouvoir poser des questions ou en tout cas lever toutes les équivoques concernant l'agriculture. Vu que c'est des émissions où la radio va déléguer un technicien avec, sur la base aussi de la thématique choisie, on prend le profil qui est le plus adapté en tout cas et on se déplace dans ce village X. On fait une mobilisation sociale, on invite tout le monde et on déroule là-bas l'émission et les gens auront la possibilité de poser des questions directement et on a aussi la possibilité de faire des démonstrations dans les champs pour leur montrer exactement comment traiter telle chose ou telle chose ou telle chose. Ce qu'on attend des producteurs ou bien les participants qui étaient là, c'est de démultiplier l'information au niveau village parce qu'ils sont là pour représenter une entité, une organisation ou bien des coopératives. Donc leur rôle ou bien leur ressort, c'est de retourner à la base et disséminer l'information. Donc il y a un numéro aussi qui est donné qui va nous servir de relais entre la structure Djokolante et les producteurs. Donc ce numéro, ce n'est pas un numéro surtaxé, c'est un numéro où les gens peuvent appeler moyennant un crédit bonus ou ligne, etc. à moindre coût. Donc ce numéro-là, tu peux appeler dès que vous entendez un bip sonore, tu commences à passer l'information. Et nous, à travers l'outil qu'on a développé, on a la possibilité de recenser et de traiter toutes les informations qui sont données via les producteurs. Et après traitement, une équipe qui est dédiée pour répondre à ces questions. Et il y a d'autres questions aussi qui vont être téléchargées et intégrées dans les émissions décentralisées. De ce fait que le technicien va répondre automatiquement. À l'instant, Serigne Fall, le chargé de communication de Djokolante. Pratique de prix illicite, le commissaire aux enquêtes économiques, inspecteur régional du commerce, Aline Badara Seck, revient sur les infractions et la loi 2021-25 qui organise le commerce. Voici ses propos. Par rapport aux infractions, je pense que nous disposons de la loi 2021-25 donc qui organise le commerce de manière générale. Et là, il faut dire que concernant les infractions liées aux pratiques de prix illicites, donc ce qui veut dire une augmentation illicite du prix du produit, s'il est constaté, donc la réglementation prévoit des sanctions qui peuvent aller jusqu'à des peines de prison. Donc la sanction peut être pénale. Mais déjà, il y a aussi des sanctions pécuniaires. Et là, concernant le riz, il faut dire que depuis un certain temps, il est rare de constater des pratiques de prix illicites sur ce prix. Mais quand même, nous veillons au grain. Et il faut aussi saluer le travail du gouvernement à nous renforcer personnel parce que nos services allons recevoir beaucoup de personnel. Donc 40 volontaires pour la région de Kolda et ce sera du personnel de plus, du personnel d'appui dans l'exécution de nos missions régaliennes. Production de données statistiques pour renforcer la capacité des utilisateurs de données. La NDS a initié une série d'ateliers dont l'objectif est de fournir des outils
et des connaissances permettant une meilleure compréhension et l'utilisation des statistiques. Écoutons le directeur général de l'ANDS, Dr Abdou Diouf. Le monde universitaire est un monde qui est partie prenante de ce dispositif, puisque ce monde universitaire permet d'exploiter au mieux les données qui sont produites au niveau national, permet également de sortir des évidences qui puissent aider l'ensemble des acteurs de la vie économique et sociale à prendre des décisions qui soient les meilleures pour l'ensemble des acteurs. Et donc c'est tout naturellement que dans le cadre d'une série de rencontres que nous projetons de faire avec nos utilisateurs, que nous ayons choisi de rencontrer d'abord le monde des chercheurs, pour partager avec l'ensemble des plateformes que nous avons mises à disposition pour leur permettre d'avoir accès aux données, pour leur permettre également d'avoir une meilleure connaissance de nos principales productions, des méthodologies qui sont élaborées et des normes également qui sont mises en œuvre puisque édictées au niveau international pour produire les données. Cela leur permet d'avoir une meilleure compréhension mais aussi une meilleure utilisation des données qui sont produites et permettre in fine d'améliorer donc la qualité des évidences qui sont produites. La production statistique a un coût. Dans certains éléments et dans certains segments, elle est fortement tributaire des ressources venant de bailleurs qui ne répondent pas toujours forcément aux besoins de l'heure pour nous. Et c'est à cet effet qu'il est utile qu'on puisse travailler à mettre en place un dispositif de financement pérenne de la production statistique. Et à cet effet, les pouvoirs publics nous accompagnent, l'État et le gouvernement nous accompagnent à mettre en place ce dispositif qui nous aidera de façon régulière à avoir des données qui soient en tout cas de qualité mais qui également aussi répondent à des normes pouvant aider de guider donc l'ensemble des actions de tous les acteurs. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. 12h16 à la MAC de Kaolack, réinsertion sociale. À Kaolack, la maison d'arrêt et de correction avec ses plus de 900 détenus œuvre dans ce sens à travers son service social. Depuis le 8 mai dernier, le championnat de lutte a démarré en ces lieux. C'est dans le cadre de la rééducation, parce que par le sport, il y a beaucoup à apprendre, parce que ne serait-ce que la réglementation, l'acceptation de perdre, de respecter les règles. La réinsertion sociale en phase avec le respect des lois en milieu carcéral, mais aussi des stratégies et mécanismes pour bien réussir la sortie de prison des personnes en détention. Un objectif que suit de très près l'administration pénitentiaire suite au démarrage le 8 mai dernier du championnat de lutte. Hier, jeudi 22 mai 2025, plus d'une vingtaine de compétiteurs ont eu à mener des combats. Et donc la journée a été consacrée à la phase de poule jusqu'au quart de finale et les demi-finales comme les autres catégories. Auparavant, on a eu à organiser une première journée dédiée aux minimes, une deuxième journée aux légers et cette troisième journée aux poids lourds. Il est prévu 5 journées chaque jeudi. On réserve une journée à une catégorie. Le jeudi prochain sera réservé aux minimes et les jeudis suivants aux demi-finales avant de se projeter à la finale qui est prévue le 14 juin 2025. Des combats qui hier jeudi se sont donc déroulés durant la matinée dans une ambiance festive avec des détenus à leur côté, une administration pénitentiaire qui adhère à la cause, matérialisée par une certaine complicité tout en menant à bien ses missions. Contrôleur Pamoud Diouf est le directeur de la maison d'arrêt et de correction de Kaolack. Nous sommes dans un milieu, le milieu carcéral, où toute la population carcérale, pour d'aucuns, ont été jugés et condamnés, d'autres sont des prévenus, mais dans le cadre de ces compétitions, nous cherchons la cohésion, de combattre l'oisiveté. Parce que rester comme ça, sans activité, ça peut être désastreux par rapport à leurs conditions humaines. C'est pourquoi, après le football, il y a la lutte, il y a aussi les jeux de dames, il y a d'autres activités. En tout cas, nous n'avons pas de temps libre parce que, exclu les événements religieux ou bien les mois de carême ou de ramadan, nous essayons de couvrir tout le reste du temps par des activités de ce genre. Le sport, les jeux d'esprit, des activités de formation, etc., etc. Donc c'est tout un agenda que nous avons mis en place pour vraiment occuper toute l'année. En milieu carcéral et une fois sorti de prison, la réinsertion sociale demeure être un facteur clé, d'où l'importance d'un accompagnement à tous les niveaux. Et c'est là que les partenaires sont appelés à l'appui et à la mutualisation des efforts. Ceci
pour un système à la hauteur des attentes. Ndeye Fatou Cissé, revenez-nous vers la fin de cette édition pour les besoins de la revue des quotidiens. Les directeurs de la maison d'arrêt et de correction de Kaolack met également l'accent sur le rôle et les missions d'un établissement pénitentiaire pour un bon encadrement des détenus qui réclament la rupture face aux longues détentions provisoires. C'est propose toujours au micro de Ndeye Fatou Cissé, Pape Modou Diouf, il s'appelle. Comme son nom l'indique, c'est un établissement pénitentiaire. Un établissement pénitentiaire doit servir à beaucoup de choses, à la formation, à l'information, à inculquer les valeurs civiques citoyennes à nos pensionnaires. Parce que la plupart d'entre eux sont des jeunes, souvent analphabètes, souvent qui ne savent pas le pourquoi ils sont là. Mais par ces activités, il y a des thèmes que nous envisageons de développer. Il y a des partenaires qui participent à la sensibilisation, surtout les mineurs, je dirais l'AEMO. En tout cas, nous cherchons à rendre utile la peine pour ceux qui sont condamnés. Pour ceux qui ne sont pas condamnés, les prévenus qui bénéficient de la présomption d'innocence, leur état de santé, leur esprit, leur moralité, le temps d'incarcération, qu'ils soient prévenus, qu'ils soient condamnés. Parce qu'avec le condamné, c'est un peu plus facile, parce que compte tenu de la durée de la peine, on peut planifier toute une formation de préparation à la réinsertion sociale. Mais pour le prévenu aussi, nous essayons de lui préserver son état normal, nous occupons de sa santé, un esprit sain, comme on le dit, dans un corps sain, bien sûr. Toujours est-il que si nous réussissons ces genres d'activités de préparation à la réinsertion sociale, l'administration pénitentiaire a son service social, son programme, ses moyens qui sont limités. C'est la lutte surtout contre la récidive qui est l'objectif principal de notre mission. En marge d'une série de consommations, une série de formations, le président national Seydina Alioune Fall revient. 10 888 motos Jakarta, 2 roues sont légalisées au niveau national. Il est à noter également que le Sénégal compte plus de 52 000 conducteurs, dont 16 032 sont des livreurs tchak-tchak. Seydina Alioune Fall au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Actuellement, avec les chiffres, j'ai remis au passage le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son Premier ministre, Ousmane Sonko, et notre ministre tutelle, Yankhoba Diémé. Quand il faisait la conférence de presse, il nous a appelés, nous étions assistés près de lui, il nous a donné les chiffres, les manquements et ce qui reste. Mais actuellement, au niveau national, on est plus de 10 888 motos Jakarta ou scooters ou 2 roues légalisés. 10 888 avec la première phase. Ils nous ont donné 2 mois de plus. Espérons, avant la fin de ces 2 mois, donc envisageons d'avoir 20 000 et plus. Et le reste, vous êtes combien au Sénégal? On est plus de 16 032. Nous, notre association. Mais l'ensemble des conducteurs de route, je ne maîtrise pas ces chiffres. Mais nous, l'association des livreurs tchèques du Sénégal, on est 16 032 actuellement au niveau national. Bon, il y a un dicton Wolof qui disait que Talal Beni Baram, Djokhagn le. Il dit aussi Djokhagn Djuromi Baram, Nyan le. Nous, on a commandé une fois avec les venant des autres étatiques. On les a boostés, on les a encore commandés, ils nous ont donné encore 2 mois de plus. Moi, ma responsabilité, ça limite là-bas. J'ai demandé 1 fois, 2 fois. Bon, c'est eux qui décident, le dernier mot leur revient. S'ils nous ont donné l'occasion d'augmenter ça encore pour 2 ou 3 mois, c'est notre bénéfice. Mais si ce n'est pas le cas, on peut que se conformer avec les normes sociales. Seydina Alioune Fall, il est le président national des livreurs tchak-tchak du Sénégal. C'était lors d'un atelier de formation organisé par la Sonatel à Kaolack. Religion, nous en parlons dans ce 12h, un CDD du Grand Magal de Touba. Les autorités religieuses estiment que la préparation se fait toujours tardivement, n'est-ce pas, Mamoudou Moustapha Mbaye? Édition 2025 du Grand Magal de Touba, Serigne Ousmane Mbacké, coordinateur du comité d'organisation, estime que 3 mois ne suffisent pas pour régler les problématiques d'ordre structurel. À Touba, il y a énormément de difficultés et nous sommes conscients que 3 mois ne suffiront pas pour trouver solution à tous ces problèmes. C'est l'occasion, avec la présence des députés, qu'on tire la sonnette d'alarme, qu'ils aillent dire à l'État du Sénégal que le Magal ne se prépare pas à 3 mois de l'échéance. Il y a nécessité à réaliser des infrastructures et surtout à les superviser de sorte qu'elles soient performantes. L'autre problème, c'est l'eau. À Touba, l'accès est presque impossible et nous avons remarqué qu'il y a des problèmes de confiance entre les populations et les services en charge de produire l'eau.
Ce problème devient lancinant et il faut lui trouver une solution. Présidé par le préfet, le comité départemental de développement du Ramagal se réunissait pour anticiper sur les enjeux de la prochaine édition. Mamadou Safambay Touba, Alfayda FM. Actualité internationale. Sur l'international, 3 mois après la prise de la ville de Bukavu par l'MV3 en RDC, le gouverneur du Sud Kivu réapparaît publiquement à Uvira, à 120 km du chef-lieu de la province. Il avait fui l'avancée des hommes de l'AFC M23 dans l'est de la RDC et aujourd'hui, 3 mois après la prise de Bukavu, le chef-lieu du Sud Kivu, le gouverneur de la province est donc revenu dans la région. Jean-Jacques Pouroussi est pour l'heure à Uvira, à une bonne centaine de kilomètres du chef-lieu qui est lui toujours contrôlé par l'AFC M23. Et même si les armes s'expriment toujours entre l'armée congolaise épaulée par les Wazalendo et différents groupes armés qui soutiennent eux l'AFC M23, Eva Massi, le gouverneur a fait un bilan et s'est voulu Actualité internationale. Lui est justement accusé de complicité avec l'AFC M23 et la justice militaire congolaise souhaite le poursuivre. Mais l'immunité de Joseph Kabila va-t-elle être levée pour cela? En poste jusqu'en 2019, l'ex-président jouit désormais d'une protection offerte par le poste de sénateur qu'il occupe à vie. Les autorités ont donc déposé une requête au Sénat qui a mis en place une commission la semaine dernière pour trancher et celle-ci a déjà mené une série d'auditions. Actualité internationale. La RDC où l'immunité du ministre de la Justice Constant Mutamba est par ailleurs dans le viseur. Il est accusé de détournement de deniers publics dans un projet de construction de prison à Kisangani, montant total du chantier estimé à 39 millions de dollars. Mais 19 millions auraient déjà été décaissés sans l'aval de la primature. En conséquence, le procureur général près de la Cour de cassation a saisi l'Assemblée nationale qui annonce la mise en place d'une commission pour entendre Constant Mutamba qui est également député. Un vote est ensuite prévu en assemblée plénière la semaine prochaine. Actualité internationale. Les déboires à présent de l'opposant Succès Masra au Tchad. Le président du parti Les Transformateurs, ex-premier ministre, il a été placé en détention provisoire hier au terme de 5 jours de garde à vue et une audition devant un juge d'instruction. Il est accusé, Succès Masra, d'avoir incité à la haine sur les réseaux sociaux. Selon les autorités, c'est à son appel que l'on doit les violences de Mandakao qui ont fait 42 morts la semaine dernière dans le sud-ouest du pays. Mais le camp du principal intéressé dénonce, lui, des manœuvres. Actualité internationale. Autre affaire judiciaire en France où il n'y aura pas de mise en examen à première vue pour la Rwandaise Agathe Habyarimana, la veuve du président Habyarimana, dont l'avion a été abattu aux prémices du génocide de 1994. Elle était poursuivie depuis 2007 en France pour complicité de génocide. En fin de semaine dernière, la juge d'instruction en charge du dossier avait choisi de le refermer sans prononcer de mise en examen. Et hier, la Cour d'appel de Paris a rejeté quant à elle la demande du parquet national antiterroriste qui souhaite poursuivre Agathe Habyarimana. Le parquet peut encore déposer toutefois un recours pour contester cette décision. Actualité internationale. Afin d'aplanir les tensions constatées depuis le retour de Donald Trump à la présidence américaine, le chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa poursuit donc sa visite de 4 jours aux États-Unis. Hier, il a été reçu par son homologue à la Maison-Blanche. L'un des points de discorde, c'était évidemment la question des Afrikaners. Washington accuse Pretoria de les discriminer et a accueilli certains d'entre eux en tant que réfugiés. Cyril Ramaphosa a tenté de faire de la pédagogie à nouveau sur ce sujet et il se dit confiant par ailleurs quant à la venue de Donald Trump au sommet du G20 prévu en novembre prochain. L'Afrique du Sud assure la présidence tournante de l'organisation et sera donc l'organisatrice de l'événement, mais le président américain menace de ne pas y participer. Actualité internationale. Et sport. Une page sportive que nous ouvrons avec le tournoi UFOA A qui se déroule actuellement en Mauritanie. Hier, le Mali a laminé la Mauritanie 5-0. Guinée-Bissau a été battue par le Libéria 3-1. Guinée s'incline devant le Sénégal 2-0. En Arabie Saoudite, suite de la 33e journée, hier, Al-Khod bat Al-Raïd 1-0. Damak FC s'incline devant Al-Fatih 1-0. Al-Ahli perd devant Al-Etifar 3-1. Ce soir, en Italie, on joue la 36e journée. Comme reçoit Inter Milan à 18h45. Naples reçoit Cagliari à cette même heure. En Espagne, 38e journée. Betis Séville reçoit Valence à 19h. Retour chez nous pour parler de la suite de la 24e journée. Hier,
Guédiawaye Football Club et Walidan ont fait match nul blanc 0 but partout. Dakar Sacré-Cœur s'incline devant Génération Foot 1-2. Au classement, US Gorée est désormais leader avec 44 points. Giraffe deuxième 41 points. Walidan troisième 38 points. Au bas du tableau, on retrouve le Diamant de Fatick et Oslo FA. National 1, 20e journée. La suite hier, Asug de Ziguinchor et Ice Kolda ont fait match nul blanc 0 but partout. Pape Amadou Diallo attire les regards, auteur d'une saison remarquée avec les FC Metz. En Ligue 2 en France, l'ailier de 20 ans formé à Génération Foot et dans le collimateur du Slavia Prague, récent champion de République tchèque, est qualifié pour la prochaine Ligue des champions. Le club chypriote d'Aris Limassol a officialisé ce jeudi la prolongation de contrat de son attaquant sénégalais Yannick Gomis. Le joueur de 33 ans est désormais lié au club jusqu'en juin 2026, soit une saison supplémentaire. C'en est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs place Le Soleil, Sud Quotidien, Walf le matin. La presse du jour, lue et parcourue en 3 minutes 5 par Ndeye Fatou Cissé. Production du gaz naturel liquéfié de la phase première de GTA, le quotidien national Le Soleil qui se fait l'écho des chiffres de 20 à 25% destinés au marché domestique revient ainsi sur les propos tenus par le chef de l'État lors d'une visite sur la plateforme gazière en compagnie de son homologue mauritanien. Le Sénégal en marche vers la souveraineté énergétique, titre le quotidien Yor. Le gaz n'a de valeur pour notre pays que s'il produit de la lumière, de la croissance, de la dignité, dit à la une de la publication le président Diomaye Faye lors de sa visite sur le site de la plateforme de gaz GTA. Mandat de dépôt pour mauvaise gestion du fonds Force Covid-19. Moustapha Diop rejoint Gladima, titre Sud Quotidien. Entendu, dit le journal hier jeudi 22 mai par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice. Moustapha Diop, ancien ministre du Développement industriel et des petites et moyennes entreprises, a été placé sous mandat de dépôt pour un détournement présumé de deniers publics portant sur 930 millions de francs CFA. Il rejoint ainsi, termine Sud Quotidien, Sophie Gladima, l'ancienne ministre des Mines et de la Géologie, écrouillée également dans le cadre de la malgouvernance liée au fonds Covid. De la lumière à l'ombre, titre le journal Le Quotidien. Moustapha Diop en prison malgré son cautionnement, note Les Échos, soulignant que les poursuites quittent 2,5 milliards pour retomber à 931 millions. Le journal de mentionner que face à la commission de la Haute Cour de justice, Moustapha Diop a proposé une caution en nature qui a été refusée par la commission qui exigeait un chèque. Vol de 3 carnets de 150 chèques au trésor. Libération à sa une ce matin fait allusion, je cite, à la bamboula à milliards des sites de transit. Marché public BTP, fini la bamboula, l'exclamation est à la une du quotidien Enquête qui relève ainsi ce matin la trouvaille de l'ARCOP et l'ANSD pour lutter contre le désordre dans les coûts des BTP. Destitution des membres de la Sénat, la création d'une CENI dans le circuit, le titre par la une de la Tribune. La Cour suprême annule le décret de Macky nommant les membres de la Sénat, dit à ce propos Vox Populi. Bac blanc 2025, triche à grande échelle au lycée Blaise Diagne et de la Fosse. L'ampleur du scandale est telle qu'au sein de l'inspection d'académie, il a été convenu de tirer l'affaire au clair par des mesures fortes. L'information est relayée par le quotidien du groupe Futur Média qui également dans sa parution du jour met en exergue la troublante histoire du carreleur Ousseynou Diouf, mort calciné dans un mystérieux incendie alors qu'il était enchaîné au lit. Contrôlé positif à l'ecstasy, Ibrahima Niane suspendu 2 ans pour dopage. L'information par la une de Rewmi Quotidien et Sport Plus. Des blessures, source d'incertitude autour de son combat contre Boy Niang. Tribune Sport annonce ce matin que lors d'un entraînement à Dubaï, Regrec s'est en effet blessé. C'est la fin de cette édition. Une mise en onde de Sédirage Libas Mbaye. La rédaction en chef a été assurée par Ndeye Fatou Cissé. Était devant ce micro, Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 25 minutes. Ce sera en Wolof avec Maria Maba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. Le service de communication Jokolonte était à Kaolack dans le cadre du projet sécurité alimentaire et résilience des systèmes alimentaires de Enabel pour définir un plan de communication. Nous nous sommes rendus
La Sénégal Service où la rencontre s'est tenue. Pour lutter contre la récidive, les autorités mettent l'accent de plus en plus sur des mécanismes de réinsertion sociale. Mais Fatou Cissé s'est entretenu avec le directeur de la maison d'arrêt et de correction de Kaolack. Pratique de prix illicite, de le renforcement des dispositifs de protection du consommateur par l'adoption de la loi numéro 2021-25, la nécessité d'assurer un cadre juridique adéquat à l'évolution du tissu économique a toujours été mise en avant. Sur l'international, 3 mois après la prise de la ville de Bukavu par l'M23, en RDC, le gouverneur du Sud Kivu réapparaît publiquement à Ouvira, à 120 km du chef-lieu de la province. Et puis sport, tournoi IFOA A, les Lions se sont imposés hier face à la Guinée sur le score de 2-1 pour débuter idéalement leur tournoi. Elles joueront la Gambie demain samedi à 16h. La revue du quotidien a mis un terme à ce 12h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.